Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur JMTV+, dans le bœuf politique. Nous sommes à Paris, oui, comme vous le savez. Nous recevons aujourd'hui M. Da Silva, qui est angolais d'origine et qui a souhaité s'exprimer et réagir sur le dernier sommet qui s'est déroulé le 26 octobre dernier en Russie, le sommet Russie-Afrique à Sochi, qui fait couler beaucoup d'encre aujourd'hui. Nathalie Yambe ne peut plus rentrer en France. Et une autre ancienne ministre burkinabé vient de pondre une tribune assez acerbe qui concerne la France. Bon, ben aujourd'hui, c'est une voix qui vient de l'Angola. Et vous savez, un pays assez trouble depuis quelques années. Monsieur Da Silva va donc nous donner son point de vue sur ce sommet-là. Bonjour, Monsieur Da Silva. Bonjour, merci de me recevoir dans votre émission. Je vous en prie, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Très bien. Ça fait combien de temps que vous vivez en France? Bientôt 29 ans. 29 ans quand même, hein? Oh, si on rentre un peu dans l'histoire, on va se rendre compte que vous êtes parti d'Angola quand il y avait encore des guerres, je suppose. Oui, c'était quand même un peu, mais après ça... Donc, ça alternait, quoi. Paix, guerre, paix, guerre. Il y a un coup de paix aujourd'hui avec Jonas Savimbi, un autre coup de guerre demain avec Dos Santos et Belote. Comment ça va dans votre pays aujourd'hui? On parle de la paix, il y en a, mais sauf que économiquement, ça va mal. Qu'est-ce qui ne va pas? Il n'y a plus d'argent, donc presque tout est dévié par ceux qui étaient au pouvoir, ce qui fait que le pays manque d'argent, et peut-être même il y a eu un embargo. Oui. L'embargo dessus quoi? De la part des Américains. Embargo qui n'est pas bien connu, on n'en parle pas, mais ce qu'on vit, c'est genre embargo parce qu'on manque presque de tout et tout est cher. Oula. Alors vous voulez dire que ceux qui étaient du régime d'Eduardo dos Santos ont vidé les caisses en partant, c'est ça? Voilà. C'est bien ça. Ça ne va jamais finir alors. Bon ben, on salue tous les Angolais et courage à vous. Hein. Je salue aussi tous les Kabindais. Je pense très souvent à vous. J'en profite pour saluer votre compatriote Virginie Mwanda, qui vit quelque part dans le sud de la France. Vous la connaissez, Virginie, peut-être? Non, je ne sais pas. Vous faites sa connaissance, Virginie, salut à toi. Alors, vous avez souhaité vous exprimer sur le dernier sommet, ou bien le premier, hein, c'était le tout premier sommet Russie-Afrique. Pourquoi avez-vous eu envie de donner votre point de vue sur ce sommet-là? Oui, parce que j'ai vu que ce sommet a suscité beaucoup d'espoir auprès des Africains, mais sauf que j'ai un peu de doute et qu'on est frappé à la bonne porte. Ah bon? Pourquoi vous doutez? Parce que là, on a des problèmes avec des Européens, occidentaux et européens. On veut être aidé contre ces problèmes qu'on a, mais il se trouve que cette aide, on va le demander encore auprès d'autres Européens. Donc, au fond, ça ne cherche pas grand-chose. Et vous pensez que, pour le cas de votre pays, l'Angola par exemple, vous êtes ancienne colonie portugaise. Oui. Pensez-vous que les Russes soient aussi, comment je veux dire, aussi moins bienveillants que les Portugais? Je dirais que pendant que j'étais en vie, moi, donc les Portugais avec lesquels j'ai vécu, donc la maltraitance, je ne l'ai pas vue. C'est mes parents et mes grands-parents qui l'ont vécu. Donc, on a vécu un peu plus mal un peu après l'indépendance, donc avec la présence des Russes dans le pays. Ah, donc après les indépendances, les Russes se sont installés en Angola, c'est ce que vous dites? Voilà, justement un peu avant, parce que c'est eux qui ont fait tout pour qu'un pays soit au pouvoir. Pour que? Pour que le parti de Dos Santos, qui était d'abord Agustin Neto, c'est les Russes qui ont tout fait, les Russes et les Cubains qui ont tout fait pour que ce parti prenne le pouvoir. Parce que c'était au moment de transition, gouvernement de transition, que MPLA a fait appel aux sauveurs, soi-disant sauveurs, sur lesquels on compte, et pour courir avec les autres, pour que l'MPLA soit au pouvoir.
pour mettre hors course les autres partis. D'accord, vous voulez Et c'est dire... ça qui est la source de la guerre civile. Vous voulez dire que quelqu'un comme Jonas Savimbi n'a jamais pu accéder au pouvoir parce que les Russes n'étaient pas d'accord, c'est cela? Oui, presque ça, parce que donc, lui, il n'était pas préparé, alors que Impelia a fait appel aux Russes avec ses renforts, donc ils ont mis les autres dehors. Donc le temps que Savimbi se prépare pour avoir de l'aide de la part des autres, Savimbi et Oden Robert, donc c'était tard, parce que Impelia était équipé déjà, était en force. Et c'est ça qui est la source de la guerre civile. Qu'est-ce que vous avez vécu sous ce régime Eduardo dos Santos soutenu par les Russes? Qu'est-ce que vous, Angolais, avez vécu dans le pays comme souffrance? Pour nous, de Santos, c'était comme si, c'est-à-dire qu'Impelia, le parti, c'est comme s'il avait pris le pouvoir juste pour remplacer le colon. Donc on n'avait pas l'impression d'être indépendant, donc il n'y a pas de liberté, dans tout sens du terme. Comme d'ailleurs, moi, je suis quelqu'un qui n'ai pas fini mes études, parce que pour faire de longues études, il faut être d'origine étrangère. Donc ce qui fait que il y avait très peu de cadres angolais. Voilà, donc il n'y avait pas vraiment de liberté. Et il n'y en a pas jusqu'à aujourd'hui. À votre avis, pourquoi Eduardo dos Santos, soutenu par les Russes à l'époque, ne voulait pas former les Angolais? Pour quelle raison? Parce que déjà, lui-même, il n'est pas... c'est leur ressource. Donc il n'est pas un vrai Angolais. Il venait d'où? De Sao Tomé. Donc voilà. Ce qui fait que donc, je dirais que le pays est dirigé par des étrangers surtout. Donc, et on fait tout pour qu'il y ait moins de cadres et des enfants du pays qui soient formés. Et comme ça, le pays serait toujours maître des étrangers. Donc, ils feraient tout ce qu'ils avaient envie de faire sans pitié. Et aujourd'hui, celui qui a remplacé Jean Lourenço, est-il vraiment angolais? Il y a des bruits qui courent qu'il ne l'est pas, qu'il est congolais d'origine, de la région katangaise. Oh là là là. Quelle affaire. On va donc revenir sur ce sommet Russie-Afrique. C'est fort de votre vécu sous la dictature d'Eduardo dos Santos, soutenu, dites-vous, par la Russie. C'est fondé sur cela que vous dites que non, la Russie n'est pas la bonne porte à laquelle les Africains ont frappé. C'est bien cela? Surtout, c'est sur ça que je me base, oui. En partie. Est-ce que ce sont les Africains qui ont pris conscience qu'il faut se réveiller, ou bien ce sont les Russes qui veulent bousculer l'establishment en Afrique pour vous? Non, avant tout, comme on a vu, les démarches de Kémy Séba, donc c'est les Africains, surtout qui ont eu cette conscience, grâce à Kémy Séba, et de chercher, de se battre pour qu'on retrouve l'indépendance, parce qu'on croyait qu'on était indépendant, mais on vient de découvrir qu'on ne l'était pas. Et les Russes veulent profiter de l'occasion pour s'installer dans toute l'Afrique, comme ils sont déjà en Angola. Donc, pour eux, c'est l'occasion pour conquérir l'Afrique totale. Donc, ça veut dire que vous percevez cela comme étant une énième intrusion ou bien invasion des Occidentaux, voilà, en Afrique. Ouais. Lorsqu'on regarde les points de vue de Vladimir Poutine, qui est le leader incontesté, incontestable de la Russie aujourd'hui, on a parfois l'impression qu'il est opposé à ce que les pays de l'Europe, de l'Ouest colonisateur, je parle de l'Espagne, de la France, de la Grande-Bretagne, du Portugal, on a l'impression, l'Italie, on a l'impression que la Russie de Vladimir Poutine est opposée à ces pays colonisateurs qui n'ont pas fini de coloniser les pays d'Afrique aujourd'hui. Vous n'avez pas cette impression-là vraiment, M. Da Silva? Oui, c'est l'impression que ça donne.
Et, comment je dirais, moi-même, je serais d'accord avec ça, mais sauf que, est-ce que cette impression qu'il donne, est-ce que, une fois, s'il arrive à ses fins, et en finir avec les colons occidentales, est-ce qu'il sera toujours ce qu'il prétend montrer être quelqu'un qui est pour la paix des Africains? Et vu ce que j'ai vécu moi-même en tant qu'Angolais sous l'empire, même empire des Russes, parce que Dos Santos pour moi il représentait les Russes, voilà. Vu que c'est ce que j'ai vécu, comment ne pas être pessimiste sur, quant à ses intentions? Je ne connais pas votre pays. J'ai une seule fois travaillé sur votre pays, c'était en 2010 lors de la Coupe d'Afrique des Nations, lorsque des gens avaient tiré sur le bus des Togolais dans le Cabinda. À l'époque, cette attaque était attribuée au FLEG, le mouvement de libération du Cabinda. Et quelqu'un, un ancien membre du FLEG ici à Paris, avait dit « C'est moi, c'est le FLEG, je peux témoigner ». Mais lorsque j'ai investigué là-dessus, je vais appeler quelqu'un qui vit à Grenoble, un de vos compatriotes, M. Batila, je crois bien, qui vit à Grenoble, qui est venu à Paris faire une émission avec moi, et nous avons pu trouver que cet acte-là avait été posé par le régime d'Eduardo dos Santos à l'époque pour discréditer le FLEG. Donc je ne connais pas votre pays. Ce que vous me dites, je ne peux que me fier à cela car je n'y ai jamais mis les pieds. Vous comprenez? Sur le plan des infrastructures, on a compris sur le plan de l'éducation, le régime d'Eduardo dos Santos n'a pas permis à la masse angolaise de grimper. Alors, sur le plan des infrastructures, dans votre pays, y a-t-il des routes? Y a-t-il des hôpitaux? On sait qu'il n'y a pas des écoles déjà. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que le régime Eduardo dos Santos, soutenu par les Russes, a laissé chez vous? Déjà, je vais parler de cette attaque du bus. Les Togolais. Donc je dirais que, oui, MPLA, donc le parti de dos Santos, avait cette manière de faire les choses, ensuite faire croire que c'est quelqu'un d'autre. Oui. Et comme aussi la politique qu'il a utilisée pour discréditer les partis du nord d'Angola, FNLA, que MPLA tuait des enfants et mettait dans le frigo et il disait à la population que c'est les gens du nord qui faisaient ça. Oh. Donc que ces gens-là étaient des cannibales. Que si jamais ils venaient au pouvoir, donc ils allaient manger tous les Angolais. Surtout les enfants. Voilà. Donc ça c'est sa façon de faire. Je ne sais pas si c'est auprès des Russes qu'ils ont appris ça, cette tactique. Voilà. Et en parlant de ce que dos Santos a laissé. Comme infrastructure, oui. Donc, moi, quand je suis parti, des routes, il y en avait, mais pas vraiment comme telles. Des routes comme les pays africains. Je dirais que la construction, l'infrastructure qui a été laissée par les Portugais, c'est ce qui était correct. Et la ville de Luanda était bien construite. Mais après leur départ, et avec le temps, ça s'est détruit. Et le reste, ce qui a été fait jusqu'à mon départ, c'est pas grand-chose. C'est après mon départ qu'il y a eu des petits changements, mais ça, au moins, ça fait longtemps que je ne suis pas y allé, donc je ne peux pas vraiment affirmer comment c'est. Mais les gens disent que un peu avant que Sana et dos Santos, ben, il a construit. Voilà. Ça fait combien d'années vous n'êtes pas allé en Angola? Depuis que je suis parti, donc. Depuis 1990? Depuis 91. Voilà. 91, ça fait 28 ans. Hein. Vous n'êtes pas retourné chez vous? Non. Pourquoi? Vous êtes réfugié politique? Je suis réfugié politique. Bah, le régime a changé quand même. Non, ça n'a pas changé. On change de président, mais le régime est le même. C'est toujours un pays qui est au pouvoir. Wow. Ça vous manque votre pays, hein? Comme tout être humain. Alors, lors de ce sommet du 26 octobre à Sochi, il y avait moins de 40 pays africains. Vous trouvez que les pays africains ne sont pas unis
et que ceux des pays qui étaient représentés ne représentent pas l'Afrique. Fallait-il que les 54 nations africaines y soient pour que vous trouviez qu'elles sont unies, les nations? Non, le problème, ce n'est pas le nombre de pays présents sur place. Le problème est que, quand je dis qu'il n'y a pas d'union, est qu'on ne se consulte pas entre nous avant d'y aller. Donc, il y a peut-être des gens qui ont d'autres idées à proposer. Donc, on ne s'accorde pas de l'importance entre nous, on ne s'accorde pas de la valeur, on ne reconnaît pas la valeur de notre Africain. Donc, c'est là où je vois, c'est là où il y a des unions. Et maintenant, la conséquence est, puisqu'il n'y a pas d'union, il n'y a pas d'unité, au cas où les prétendants défenseurs demain deviennent des agresseurs, hein, comment allons-nous faire face? Puisqu'on n'est pas unis, donc on ne parlera pas d'une seule voix. Et surtout, donc il y a toujours quelqu'un qui ouvrira la porte à l'ennemi, donc on ne peut pas faire bloc. Donc c'est ça surtout le problème. Et chacun après regardera ses intérêts. Donc c'est ça le problème. Pourquoi je parle je suis inquiet de cette désunion. Donc là, même si c'était un seul pays sur place, mais ce qu'ils sont allés faire, c'est pas une mauvaise chose. Ils sont allés pour demander de l'aide pour l'Afrique, pour que l'Afrique puisse s'en sortir. C'est une bonne initiative. Mais le problème est qu'au cas où demain les choses tournent à la vinaigre, comment on va se défendre puisqu'on n'est pas unis? Parler d'union, bon, écoutez, même ici en Europe, il n'y a pas une vraie union. Hein. Lorsque la France va au Mali, opération Barkhane, elle est bien seule là-bas. Hein. On me parle de l'Estonie qui est avec l'armée française, mais l'Estonie ne représente rien lorsqu'on parle des grandes nations européennes. Vous comprenez? Il n'y a vraiment pas d'union. Il n'y a pas d'union non plus ici en Europe. Hein. Donc même sans être unis en Afrique, on peut s'en sortir si on a de vraies institutions ou de vrais leaders, non? Vous ne trouvez pas? Non, même l'Europe n'est pas unie, oui, mais sauf que l'Europe, unie ou pas, ces pays, ces nations sont déjà forts, et très très forts, donc, et cette force, et cette différence est vraiment disproportionnée par rapport à l'Afrique. Donc l'Afrique dispersée, donc ne fera pas le poids à un seul pays européen. Vous disiez, M. Da Silva, vous dites faire appel à Saint-Jacques, Saint-François, etc. C'est en dernier recours qu'on devait faire appel donc à Saint-Jacques, Saint-François. Vous comprenez par là faire appel à l'occidental. Et que vous demandez, vous demandez, est-ce qu'il n'y a pas de Saint Mamadou quelque part? C'est-à-dire, pourquoi faire toujours appel aux Blancs au lieu de compter sur les Africains? D'abord, est-ce qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de pays africains sur qui on peut compter? Pour vous, pensez-vous qu'il y a un seul pays africain sur lequel les Africains peuvent compter aujourd'hui? Quand je parle de Saint Mamadou, compter sur les Africains, c'est que comme Kémy Séba dit que le vrai Messie pour l'Afrique, c'est l'Afrique elle-même. C'est d'abord dans ce sens que je vais. Mais maintenant, il ne s'agit pas de pays, forcément. Donc, un pays proprement dit aussi fort qui peut faire face à ce genre de choses. Et en Afrique, il n'y en a pas. Mais les individus, individuellement, est-ce qu'il n'y a pas des gens, est-ce qu'il n'y a pas d'intellectuels qui proposent d'autres idées? Parce que ce n'est pas seulement question de force, et pas seulement question d'armement, mais il y a aussi de l'intelligence. Est-ce qu'il n'y a pas un Africain qui peut nous aider dans ce sens? C'est ça que je pense. C'est ce que vous voulez dire. Hein. Voilà. Vous citez Kémy Séba déjà à plusieurs reprises. Là, qu'est-ce que vous pensez de ce monsieur Kémy Séba qui avait déjà été en émission ici il y a un an? Qu'est-ce que vous pensez de lui? En tout cas, c'est quelqu'un que j'apprécie et qui fait une démarche comment je peux dire, c'est ce qui a donné l'espoir aux Africains. Donc, c'est quelqu'un que j'admire. Bref. Donc voilà. Mais sauf que il a bien commencé
Donc là maintenant, je commence à avoir des interrogations. Ah bon? Qu'est-ce qui vous interroge sur lui? C'est le fait de recourir auprès des Russes, des gens à qui j'ai des doutes que ce soit vraiment de vrais sauveurs. Ben, quand il était allé voir Salvini en Italie, est-ce que cela vous avait choqué? Ça, j'ai pas vraiment suivi cette démarche. Il a été en Italie, vous savez qu'il a été là-bas? Oui, lui, c'est quelqu'un qui est partout actuellement, mais je n'ai pas suivi cette démarche, donc je ne suis pas au courant de ce qui s'est passé. Pour vous, si Kémy Séba était allé voir qui, vous aurez été content? Il serait allé voir quel leader du monde vous aurez été content de lui? Pour moi, qui refait le tour, consulter les Africains d'abord, avant tout. Les Africains qui se trouvent ici en Europe. C'est ce qu'il essaie de faire en Afrique, mais il est pourchassé, envoyé en prison, interdit de séjour dans tel ou tel autre pays, par ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir dans chacun de ces pays-là. Oui, mais comme j'ai dit, quand je parlais de voir ces Mamadou, donc c'est pas question de pays, donc je dis que ceux qui sont à l'étranger, comme ici en Europe, il y en a peut-être des gens, le problème est qu'ils sont inaccessibles. Donc, s'il ouvrait un peu les portes pour que tous ceux qui ont envie de rencontrer puissent le voir, parce que c'est parmi ces gens-là qu'il peut y avoir des gens qui ont de bonnes idées. Qui est inaccessible, Kémy Séba ou bien les autres intellectuels? Kémy Séba comme beaucoup d'autres aussi. Ah, Kémy Séba est inaccessible pour vous? C'est pas facile d'accéder auprès d'eux. Donc, c'est les gens, peut-être, les gens qui sont déjà des célébrités, qui peuvent l'approcher quand ils veulent. Mais les inconnus comme nous... Je ne vais pas défendre Kémy Séba, le pauvre. Il doit recevoir au moins 100 sollicitations par jour. Pour lui parler, il faut que je passe par Eri Djehouti, qui est son bras droit. Et je le comprends. Car... justement, c'est dans ce sens, d'un côté, c'est pas de sa faute. Donc, parce qu'il est, comme vous le dites, il est très sollicité. Donc, oui. C'est justement ça. Donc, si demain vous m'appelez, c'est quelqu'un d'autre qui répond, ne m'en voulez pas, parce que j'en reçois au moins 50 coups de fil par jour. C'est difficile de gérer tout ça en travaillant, vous comprenez? C'est pas pour défendre Kémy Séba, hein. Hey, mon frère, j'ai des choses à te reprocher, mais là, je suis obligé de te défendre car je vis à peu près ce que tu vis. C'est pas évident à gérer, vous comprenez? Donc, aujourd'hui, si vous aviez des conseils à donner à ceux qui se battent pour la libération totale de l'Afrique, que leur diriez-vous? Ce programme vous est proposé par Devisio Fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien. Plus 33 139 85 14 23. Je répète la même réponse. De se consulter entre les intellectuels qui se trouvent surtout hors de pays, dans les pays occidentaux. Entre intellectuels qui se trouvent dans les pays occidentaux. Est-ce que vous savez, M. Da Silva, que beaucoup d'intellectuels noirs, originaires d'Afrique en Occident, ne lèvent jamais la tête car ils peuvent perdre leur boulot. Le système peut les faire perdre leur boulot en un laps de temps, vous le savez? Oui, je le sais très bien. Mais on peut le faire intelligemment. Vous êtes donc conscient que ces pays d'Europe dans lesquels nous vivons, qui sont même devenus les nôtres, qui se disent de grandes démocraties, n'en sont pas alors, hein? Vous êtes bien conscient de cela? Tout à fait. Car quelqu'un, parce qu'il a des idées, pour ses idées, il peut perdre son job, perdre sa maison, sa famille, des trucs, juste parce qu'il a des idées. Je suis conscient de ça. J'ai reçu ici M. Gabaroum, qui est français de 2e génération. Ses parents étaient originaires du Tchad. Il a travaillé chez Renault 44 ans discriminé, parce que noir. Parce qu'il est noir. Uniquement, c'est son seul tort. Vous imaginez s'il avait des idées politiques? Il serait peut-être mort. Mais justement, c'est ça que je dis, que je suis conscient de ça, ce que vous dites. Mais on peut faire les choses intelligemment. Je comprends.
Je ne vais pas vous demander comment, car il ne faut pas livrer ses secrets à l'adversaire, n'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle j'ai créé JMTV+, pour vous permettre de vous exprimer. Car sur aucune autre chaîne française, on vous permet de vous exprimer comme ça. Vous êtes bien conscient, hein? Je suis d'accord. C'est la raison pour laquelle je dis ici devant l'antenne, j'ai besoin de vous tous les Africains. Si chacun d'entre vous mettait 1 euro par mois sur le site de JMTV+, 1 euro par Africain qui regarde, cette maison-ci serait très grosse, emploierait des gens et vous permettrait d'avoir un média pour vous. Soyez-en conscients, intellectuels, ouvriers, manœuvres. Mettez de l'argent là-dedans pour qu'on travaille, M. Da Silva, vous comprenez? D'accord. Je compte sur vous pour faire passer le message aussi. Merci à JMTV+. Continuez de donner la parole à ceux à qui on la refuse.